Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 2 février 2021. Vous regardez à l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire, le procès de l'opposant russe Alexeï Navalny, c'était aujourd'hui en Russie. Son sursis est annulé. Il part pour plusieurs années de prison. On en parle avec notre journaliste François Bonnet. Salut François. Le grand entretien d'à l'air libre avec Cécile Duflot, la directrice d'Oxfam France, pour parler de la pauvreté qui s'est aggravée pendant la crise du Covid. Il est devenu la bête noire de Vladimir Poutine à 44 ans. L'opposant russe Alexeï Navalny a joué sa liberté. Aujourd'hui à Moscou où s'est tenu son procès, son sursis a été annulé. Il part pour 3 ans et demi de prison a priori. Pour rappel, il est rentré de son exil en Allemagne après 5 mois de convalescence suite à son empoisonnement dont on sait qu'il a été organisé par le régime russe. Et dès qu'il est arrivé en Russie, il a donc été arrêté. Alexeï Navalny a en quelque sorte sauté dans la gueule du loup. François, on va se pencher sur cet opposant très médiatique qui fait peur à Poutine. Mais d'abord, un mot pour qualifier Navalny. Et son attitude, son retour. 2 mots peut-être, le grain de sable. Le grain de sable. C'est-à-dire qu'à la fois il n'est rien face à la toute-puissance du régime Poutine et en même temps tout le monde comprend que le grain de sable peut véritablement enrayer la machine et la faire dérailler et donc menace le régime russe aujourd'hui. Alors l'image du jour, c'était aujourd'hui en Russie, celle donc d'Alexeï Navalny arrivant menotté dans la salle d'audience puisqu'il ne comparaissait donc pas libre à son procès. À l'extérieur du tribunal, de nombreux manifestants venus le soutenir à leurs risques et périls puisqu'autour d'eux, gros dispositifs policiers, des manifestants ont été embarqués dans des cars de police et un journaliste a même été arrêté à la sortie du métro. François, comment est-ce qu'il s'est passé ce procès ? Est-ce qu'on pouvait espérer un procès équitable ? Non, parce que la justice en Russie n'est pas indépendante, suit généralement à plus de 90% les avis du parquet et donc de l'accusation, et que tout particulièrement dans l'affaire Navalny, alors il y a encore moins d'indépendance. On peut juste noter que le président du tribunal Simonovsky à Moscou a démissionné le 28 janvier et que la juge a été remplacée au dernier moment, le juge qui était prévu pour juger Navalny a été changé hier et on a vu arriver une juge qui n'était pas... Donc on l'interprète comment ? C'est-à-dire que c'est un peu plus favorable au pouvoir qui a été mis en place ? Est-ce qu'il y a eu des tensions au sein de ce tribunal ? Il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des espaces de résistance. Est-ce qu'il y a eu des tensions ? Bon. En tous les cas, aujourd'hui, c'est finalement une grande journée d'audience qui s'est déroulée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui s'est rassemblé. Il y a eu plus de 350 personnes interpellées devant le tribunal par la police à Moscou. Actuellement, en ce moment même, alors que le juge est en train de terminer la lecture du jugement, tout le centre-ville de Moscou est en train d'être bouclé, la place Rouge, la grande avenue Tverskaya, tout le centre-ville, et il en est de même à Saint-Pétersbourg, où à nouveau des forces de l'ordre sont massivement déployées dans les 2 centres-villes pour éviter qu'il y ait des manifestations de protestation. Alors pourquoi une grande audience ? Parce qu'elle a pu quand même être largement retransmise, c'est comme ça qu'on l'a suivi à la minute, par Twitter, par les journalistes présents dans la salle, par des télévisions. Et donc on a le détail de ce qui s'y est dit. Navalny a fait un grand discours politique. Voilà, lui, il a porté le terrain directement sur l'aspect politique de cette affaire. C'est une affaire qui est compliquée. Navalny a été condamné en 2015 à une peine de 3 ans et demi de prison avec sursis dans ce qu'on appelle l'affaire Yves Rocher. On va y revenir dans Mediapart dans quelques jours en racontant ce qu'est cette affaire qui met en cause le groupe français Yves Rocher. Et il a été astreint à l'équivalent d'un contrôle judiciaire. 2 fois par mois, il devait aller pointer dans un commissariat de Moscou. Évidemment, quand il a été hospitalisé en Allemagne, qu'il a été soigné, qu'il a été ensuite convalescent, il n'a pas pu aller pointer. Et donc, le service fédéral des prisons a décidé de le poursuivre et de demander à ce que ce sursis saute et qu'il effectue bel et bien sa peine de 3 ans et demi. C'est ce qu'a demandé le procureur. C'est ce qu'a demandé le procureur aujourd'hui, en précisant, c'est très intéressant, en précisant dans son accusation que 100% de ces demandes
était confirmée par les tribunaux. Donc il ne doutait pas. Les demandes de levée de sursis sont systématiquement confirmées par les tribunaux, a-t-il expliqué. Et effectivement, la présidente du tribunal se range aux arguments du procureur en notant que le contrôle judiciaire a été violé à de multiples reprises et que donc le sursis est révoqué et que Navalny va donc partir pour ce qu'on appelle une colonie pénitentiaire en Russie, c'est-à-dire une prison d'un régime normal. Voilà. Alors, on va revenir sur qui il est. Pour qu'on comprenne un peu ce qu'il peut représenter, on va regarder ces images. Depuis 2 semaines, des manifestations de soutien se sont multipliées depuis qu'il est rentré en Russie, des milliers de manifestants dans de nombreuses villes, mais aussi de nombreuses arrestations. Plus de 5000 dimanche dernier dans 88 villes du pays, principalement à Moscou et Saint-Pétersbourg, où tu l'as dit, le déploiement policier est régulièrement énorme. 5000 arrestations, parmi lesquelles une 60aine de journalistes. Qu'est-ce qu'il représente en Russie, Navalny, à la fois pour ses détracteurs et à la fois pour ses partisans ? Alors, jusqu'à maintenant, il ne représentait pas grand-chose, sauf pour ce qu'on appelle les jeunes classes urbaines et une partie des classes moyennes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ces dernières années, on oublie toujours de le dire, Navalny, c'est pas totalement un homme seul. Il a construit un mouvement, il a construit des antennes locales dans la plupart des grandes villes qui regroupent à peu près la même sociologie. Jeunes, urbains, classe moyenne. Ce qu'il y a de nouveau depuis son arrivée en Russie, depuis le fait qu'il soit rentré en Russie, et ces 2 week-ends de manifestations, c'est que là, il a pris une nouvelle dimension. Et qu'on voit très bien dans les manifestations, notre correspondante à Moscou le raconte dans un article aujourd'hui, beaucoup de gens qui manifestent pour la première fois, une population qui est beaucoup plus variée, et puis ce à quoi on a assisté, des manifestations très importantes à l'échelle russe, dans les villes de Sibérie, dans les villes de l'Extrême-Orient, etc. Donc son audience d'un seul coup s'est considérablement élargie. Et ça risque peut-être de continuer puisque l'équipe de Navalny, là, appelle à manifester immédiatement dans les rues de Moscou. Donc ça va sans doute continuer. Ça va très vraisemblablement continuer. Il ne faut pas quand même sous-estimer l'ampleur de la répression, des mesures préventives qui sont prises. Oui, tu l'as dit, une bonne partie des équipes dans les villes, en Sibérie, etc., de Navalny sont en prison ou sont assignés à résidence, sont assignés à domicile, n'ont pas le droit de sortir. Donc il y a une répression quand même très très forte. Les gens sont pistés presque individuellement, les jeunes sont rappelés à l'ordre. Dans les entreprises et dans les administrations, on demande aux gens, plusieurs personnes ont témoigné de ça, on demande aux employés et aux salariés « Qu'est-ce que vous allez faire ou samedi ou dimanche ? Donnez-nous votre emploi du temps ». Donc il y a tout un système de pression et qui est également articulé à une propagande d'État. Alors déchaînée, on en donne des extraits. Aujourd'hui sur Mediapart, on donne des extraits vidéo sous-titrés de ce que raconte le grand journal télévisé du soir Vremia. Sur la première chaîne, Vremia, et là on voit la machine à propagande. Et d'ailleurs, Navalny est là pour contre-communiquer sur cette propagande. Il est assez fort, le grain de sable Navalny. Dernièrement, il a produit un documentaire intitulé « Le palais de Poutine », qui a déjà fait 107 millions de vues en 2 semaines. Il a été mis en ligne à son retour en Russie, et dès les premiers mots, on comprend que c'est un geste politique. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву, потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся, и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. Alors, ce qu'il appelle son pire secret, c'est un palais sur la mer Noire dont Navalny a obtenu les plans et qui démontre, selon lui, la corruption dont Vladimir Poutine se rendrait coupable. Visite guidée. Посмотрите, вот здесь есть цокольный этаж, здесь огромный бассейн, спа-зона, массажный кабинет, косметологический кабинет, какая-то спа-капсула.
Сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу, в место, которое обозначено на плане как аквадискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик, тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за 1,5 миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. Alors, ça peut avoir l'air drôle comme ça, le palais hyper luxueux et débordant de kitsch sur la mer Noire, mais non, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est pas ça la situation aussi. C'est pas drôle parce que même d'une certaine manière, la question n'est pas de savoir si Poutine est propriétaire ou non de ce palais. C'est un immense domaine, 39 fois la principauté de Monaco. Donc la question, c'est pas celle de la propriété personnelle de Poutine ou pas. Ce qui est à travers ça, ce palais qui est effarant, de luxe et de grandeur, etc., qui est vraiment une sorte d'acmé mégalomaniaque, permet de raconter une autre histoire, qui est une histoire de long terme sur comment Poutine, depuis maintenant une trentaine d'années, parce qu'avant d'être président, il travaillait déjà au Kremlin, et avant il travaillait à la mairie de Saint-Pétersbourg, s'est entouré d'un clan à qui il a distribué les grandes entreprises de l'État. Et Navalny, à travers ce palais, raconte le système de ce qu'il appelle le pillage du pays et des grandes entreprises, en particulier énergétiques, de l'État russe, et le détournement industriel des fonds auxquels tout cela donne lieu. Et le palais, il raconte très bien, ça avait été fait par un des associés de Poutine, qui avait rompu avec Poutine il y a 10 ans. C'est lui le premier qui avait participé à ce système, qui a révélé les premiers documents. Donc c'est pas une histoire que l'on découvre, mais le récit qu'en fait Navalny permet de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre comment une oligarchie, des services de sécurité et un pouvoir politique pillent le pays et organisent des détournements massifs de capitaux. Ça a financé accessoirement ce palais proprement délirant. Alors, est-ce que, dernière question, est-ce que Navalny est un opposant sérieux à Poutine? Est-ce que s'il y a des élections, il peut réellement le battre? Alors, il n'y a pas d'élection en Russie. Il y a des votes, mais c'est des votes qui sont entièrement contrôlés. Le pouvoir choisit qui peut ou ne pas être candidat, quel parti peut exister ou ne peut pas exister. En ce moment, par exemple, Kirienko, qui est un ancien Premier ministre de Yeltsin et qui travaille aujourd'hui avec Poutine, est en train de favoriser la création d'un parti de droite conservatrice, ce qui permettrait de mettre un peu plus de pluralisme Potemkin dans le paysage politique et de recentrer un peu le parti de Poutine, Russie unie. Donc les élections sont totalement sous contrôle. Donc il ne faut pas rêver, il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui au régime Poutine, qui n'est pas que Poutine. Poutine est la résultante de forces extrêmement puissantes, l'armée, les services de sécurité, les grands intérêts de business, etc. Il est la résultante de ces forces et il est l'arbitre de ces différents clans. Donc non, Navalny ne battra jamais Poutine dans des élections. Les élections sont absolument sous contrôle. Il arrive parfois que des élections locales échappent au Kremlin. On en a eu la démonstration il y a un peu plus d'1 an sur le gouverneur de Khabarovsk, qui est une grande ville de l'extrême-orient russe. Mais pas plus. Et ce gouverneur a été élu en battant le candidat du Kremlin. 6 mois après, il avait un dossier judiciaire, il est aujourd'hui en prison, et à Khabarovsk, les habitants manifestent depuis cet été. Eh ben, on se quittera sur voilà, donc cette perspective. Je crois qu'il faut plus prendre Navalny comme d'abord un lanceur d'alerte, parce que c'est lui qui a révélé beaucoup de choses, et comme quelqu'un qui est en train de réveiller une partie de la société russe qui n'en peut plus. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup. Merci François, on te lit évidemment dans Mediapart. J'accueille notre invitée Cécile Duflot. Bonsoir Cécile Duflot, bienvenue sur le plateau d'Aller Libre. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam France et vous êtes ici pour parler de pauvreté, de climat et du lien entre les deux. La semaine dernière, Oxfam a publié son rapport annuel sur la pauvreté. On va s'attarder sur la partie française intitulée « Le virus des inégalités ». Et dès la page 1,
Le ton est donné avec ce graphique qu'on reproduit. Les très riches se sont enrichis. Si on considère qu'en février 2020, ils avaient 100% de leur richesse, on voit que ça a baissé en mars, au moment du pic de l'épidémie, de la première vague, pour assez vite amorcer une reprise et dépasser leurs 100% de richesse initiaux. Les milliardaires français sont plus riches qu'avant la crise. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce qu'il y a eu la politique que le ministre de l'économie a appelée le « quoi qu'il en coûte », mais que ce « quoi qu'il en coûte », il ne s'est pas appliqué de la même manière à tout le monde. Ça a été le cas notamment au niveau européen aussi, avec une politique de rachat d'actifs massif qui a fait que les cours de bourse se sont maintenus, parce qu'une partie de la richesse de ces milliardaires, c'est la détention des actions de leur patrimoine financier ou professionnel. Et donc ça a été le premier point, mais parallèlement, alors il y a eu des choses positives, notamment le chômage partiel, mais pour toute une catégorie de la population, la crise a été extrêmement violente. Pas seulement la crise sanitaire, mais la crise économique, elle l'est aujourd'hui. On le voit avec les étudiants, tout le monde en parle, mais tous ceux qui n'avaient pas un contrat de travail en bonne et due forme, tous ceux qui travaillent dans le monde du spectacle, beaucoup de catégories de population sont pris vraiment une crise très violente dont on n'a pas encore vu tous les effets. Donc c'est un choix politique, c'est pas un hasard, c'est une réalité de choix. Et ce qui nous pose problème, c'est que ça se met sur un terrain où les inégalités étaient déjà fortes en France, avaient été renforcées par les choix fiscaux du gouvernement, et que donc on a accru encore pendant cette période de crise les inégalités. On va parler de la pauvreté et des oubliés du plan de relance, mais sur les richesses, il y a un homme qui a vu sa fortune doubler en France, un homme d'affaires français, entre mars et décembre, c'est Bernard Arnault, le patron de la multinationale LVMH. Là aussi, je veux dire, entre mars et décembre, ça a carrément doublé. C'est quand même... Enfin, hallucinant, c'est peut-être un terme un peu familier, on avait sorti ce chiffre dans un précédent rapport pour essayer de se donner un ordre d'idée, parce que quand on est à ce nombre de milliards de dollars, en fait, on se rend plus compte finalement. Mais la fortune de Bernard Arnault avant, c'était l'équivalent à peu près, pour avoir un ordre d'idée, si vous aviez économisé 10 000 € par mois, l'équivalent de 10 000 € par mois, depuis la prise de la Bastille, vous seriez aujourd'hui à la tête de 1% de la fortune de Bernard Arnault. Donc elle est considérable, cette fortune. Elle est considérable et elle ne ruisselle pas. Donc on entend toujours, oui, mais les entreprises de Bernard Arnault, le groupe LVMH, embauchent tant de personnes. Mais à l'échelle de l'accroissement de sa fortune, on a une espèce de concentration entre les mains de quelques-uns, entre les mains de ces quelques milliardaires français. Donc ce qui se passe au niveau mondial se passe aussi dans notre pays. Donc, on se dit qu'on a un système normalement plus redistributif, donc il l'est encore, mais il a été fortement amputé ces dernières années, notamment par des décisions de politique fiscale, la suppression de l'ISF, la flat tax, qui ont favorisé l'accroissement des plus riches. C'est ça, c'est que la flat tax et la suppression de l'ISF sont deux mesures fiscales pour vous qui ont clairement contribué. Alors c'est pas pour nous, hein. L'INSEE l'a montré, il y a davantage de pauvres en France et les inégalités se sont accrues. Mais il y a aussi, vous savez, Oxfam avait publié un rapport en septembre 2017, je crois, qui s'appelait « Les pauvres en paient l'impôt cassé vers un quinquennat des inégalités », en disant si les choix fiscaux qui sont dans la loi de finances sont mis en œuvre, ce qu'on va voir arriver, c'est davantage d'inégalités. Il se passe ce qui était prévu, parce que c'est ce qu'il faut dire, ni la pauvreté, ni les inégalités ne sont une fatalité. C'est le résultat de choix ou de non-choix politiques. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Ce quinquennat, il est plus inégalitaire que le précédent ? Oui, il l'est, dans un contexte international qui, là aussi, augmente les inégalités. Mais la France ne fait pas exception. Il y a aujourd'hui, sur les 20 dernières années, les habitants de 7 pays sur 10 qui ont vu les inégalités s'accroître dans leur pays. Donc on voit qu'en même temps que la crise climatique avance, cette crise sociale et presque cette crise de société qu'est l'aggravation des inégalités avance aussi. On est donc dans un système qui ne sait pas se réguler, qui détruit à la fois son environnement et qui détruit aussi son pacte social. Parce que des pays où les inégalités s'accroissent, c'est des pays avec de grandes tensions sociales et avec des indicateurs qui sont violents. Aux États-Unis, depuis 3 ans, l'espérance de vie diminue. C'est-à-dire que c'est un indicateur puissant, hein. L'espérance de vie, elle a un trend d'allongement depuis des dizaines d'années. Aux États-Unis, ça diminue pour 2 raisons. Une épidémie d'overdose d'opiacés et de suicide, qui sont 2 maladies, on va dire, de la désespérance sociale. Donc en face de cette richesse qui augmente, la pauvreté, elle aussi, elle augmente. Je voudrais vous montrer des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On connaissait les distributions alimentaires des Restos du Cœur. On avait plus rarement vu les distributions alimentaires spécialement destinées
aux étudiants. Et on avait donc encore plus rarement vu des files aussi longues, des files sur plusieurs dizaines de mètres. Et on s'en rend compte sous tous les angles. Ça, c'était hier soir à Paris, devant une fac. Plus de 500 colis ont été distribués. Une aide alimentaire indispensable pour les étudiants présents ce soir-là. Pour être honnête, moi, chaque mois, je suis à moins 400 € avec le loyer à Paris. Donc, c'est vrai que c'est important, oui. Des colis avec de la nourriture donc, mais aussi des produits de première nécessité qui peuvent coûter cher, comme des masques et des protections périodiques pour les jeunes femmes. Et au-delà du panier de courses, cette distribution apporte un peu de chaleur humaine. Il y a de la bonne humeur, ça fait du bien de voir des gens qui aident et qui sont contents d'aider. Il y a de la musique, il y a des magazines. Voilà, ça permet aussi de sortir, de voir du monde, de voir qu'il y a toujours de la solidarité. C'est l'association Linky qui organise ces distributions de plus en plus importantes, comme l'explique son président Julien Meymon. Il y a une crise économique sans précédent et parce que tout le monde est touché par cette crise et les jeunes peut-être encore plus que d'autres et en tout cas les étudiants, ils sont toute la journée devant leur ordinateur et ils n'ont pas ni le temps de sortir pour aller faire des courses ni les moyens puisqu'ils ont pour l'essentiel perdu leur petit job, enfin en tout cas ce qui tenait à quelques bouts de ficelle et qui a été ravagé par la crise qu'on traverse. Les étudiants ils sont de plus en plus précaires avec le Covid, il y a de plus en plus de monde qui vient ici chaque soir. Nous, on constate une évolution très forte de la fréquentation des différents lieux de distribution. Et ici, à la rentrée, on avait 200 étudiants. Ce soir, on est à plus de 450. Donc la file va très très loin. On va servir tout le monde parce que c'est hors de question de les décevoir. Mais on va avoir besoin d'aide, de nouveaux locaux, de nouveaux bras pour nous aider, de dons de nourriture, de dons financiers. On a besoin de dons alimentaires, de dons financiers. On a besoin de bénévoles. On a besoin aussi que l'information passe sur ces distributions et sur l'organisation de ces distributions. Donc ils ont besoin de tout. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Votre rapport dit que l'un des signes les plus frappants de cette crise, c'est justement l'explosion de l'aide alimentaire. Oui, on est passé d'environ 5,5 millions de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire à 8 millions de personnes à l'automne 2020. Donc, on peut le voir aussi avec l'augmentation du recours au RSA. Enfin, quand on dit la pauvreté s'accroît, ça se mesure de façon tangible par cette situation. Et 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire sur 67 millions, sur un pays de 67 millions, un pays qui est riche, un pays qui est capable d'assurer la solidarité, c'est quand même pas acceptable. Alors, sur la question des étudiants particulièrement, ça met au jour quand même une réalité. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants n'avaient pas d'autres moyens pour vivre, tout simplement, et se nourrir, que d'avoir des petits jobs en plus de leur activité d'étudiants. Ça pose des questions sur le suivi des études, ça pose des questions d'égalité très fortes, parce que si vous avez des parents qui sont capables de vous aider, eh ben, vous n'avez pas besoin d'avoir ces jobs dits alimentaires. Mais en période de crise où ces jobs disparaissent, notamment dans la restauration ou dans d'autres domaines, eh ben, on se retrouve dans cette situation. Mais ce qui est très intéressant sur cette question inégalitaire, c'est à quel point elle peut être pérenne. Parce que si vous naissez dans une famille pauvre, il faudra 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et sur les 43 milliardaires français, la moitié sont des héritiers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un hasard de naissance qui pèse considérablement. C'est-à-dire qu'on parle des inégalités de revenus et la France est moins loin que d'autres en matière d'inégalité de revenus. Mais en termes d'inégalité de patrimoine, on est un pays qui, depuis plusieurs années, a accentué la rente. Aujourd'hui, sur les mesures fiscales des 3 dernières années, 80%, 79% de ceux qui en ont bénéficié, ce sont les 10% les plus riches. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour limiter l'effet de la rente et de l'héritage ? Alors, on fait plusieurs choses. D'abord, on a une politique de redistribution, donc de redistribution par la fiscalité. Mais je pense que la question de la fiscalité de l'héritage va se poser quand vous avez des successions qui sont de 150, 200 millions, 300 millions ou plusieurs milliards. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment, la nécessité d'une redistribution plus importante ? Honnêtement, je pense que ce débat doit être ouvert. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi avoir une fiscalité exceptionnelle. L'Argentine le fait pour financer le Covid. Louis Gallois l'a proposé. Et puis donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a un filet de sécurité. Aujourd'hui, ce filet de sécurité, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a le RSA, mais les conditions d'accès au RSA sont évidemment exclusives des jeunes, par exemple. Donc vous pouvez vous retrouver dans la pauvreté de manière très violente en étant jeune. Et donc se dire, et c'est une des propositions d'Oxfam, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau de revenu parce que c'est pas digne de laisser des gens dans cette situation et qu'on a les moyens, si on choisit, de le faire. Sur les minima sociaux pour les jeunes, justement, donc vous préconisez l'accès à ce qu'on appelle le RSA jeune, c'est-à-dire dès 18 ans et non pas à partir de 25 ans, puisque de 18 à 25 ans, on n'a droit à rien quand on est jeune.
quand on a ces âges-là. Il n'y a pas que vous qui défendez ça, il y a de nombreuses associations, des personnalités, des élus. Pourtant, c'est une idée qui ne passe pas. Jean Castex l'a exclu dans une de ses dernières prises de parole. Si vous deviez convaincre le Premier ministre ou Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, de le faire, ce RSA jeune, vous diriez quoi? Je dirais, est-ce qu'ils trouvent ça normal que des étudiants mangent en allant faire les poubelles? Parce que ce que disent certains étudiants, c'est quand il n'y a pas de distribution alimentaire, et c'est le cas dans certains endroits, soit ils ne mangent pas, ils se privent, soit ils vont faire les poubelles. Est-ce qu'on accepte ça dans notre pays? En fait, qui peut accepter ça? Et surtout, on est une exception en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ce revenu, sans parler de ce qui se passe au Danemark, mais dans l'immense majorité des pays européens, il y a un dispositif de cette nature, de filet de sécurité pour les jeunes. Pas besoin de s'empailler sur le débat. Donc ils disent, les bourses existent. Oui, mais l'immense majorité des boursiers sont boursiers à des très petits taux, avec un montant d'argent qui ne permet absolument pas de vivre dignement. Et puis je pense qu'il faut s'attaquer aussi aux dépenses contraintes, notamment les dépenses de logement. C'est le premier mot qu'a dit le jeune homme qui était interviewé dans votre sujet, en disant avec le prix du logement. Mais oui, une énorme partie de leurs ressources est absorbée par les dépenses de logement, notamment dans toutes les villes universitaires, c'est-à-dire toutes les villes où il y a des étudiants, et en particulier dans les petites surfaces. En tout cas, je voudrais bien avoir quelqu'un en face de moi qui défende que c'est admissible que cette situation soit celle-là, alors même qu'on a les moyens de faire autrement. Personne, je pense, ne défend ça, ne dit c'est admissible que des étudiants... Si, j'ai entendu, ce que j'avais à 18 ans, c'est ce qu'on veut à 18 ans, c'est travailler. Exactement, mais j'allais y venir justement. Qu'est-ce que vous répondez à cette idée persistante dans l'opinion et dans la bouche de certains politiques, qui est de dire c'est de l'assistanat? En fait, ceux qui sont assistés aujourd'hui, et je le dis à dessein, j'ai des filles qui sont étudiantes, c'est ceux qui ont des parents qui ont les moyens de payer leurs études. C'est ça la réalité. C'est que Bruno Le Maire, il a fait ses études comme un assisté, bien plus que ceux qui sont obligés de faire des petits jobs pour vivre. Et c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces inégalités. Pourquoi elles s'accroissent? Parce qu'il n'y a pas le système qui permet de remettre l'équité. Bien sûr que les jeunes de 18 ans, ils ont envie ou de travailler ou de faire leurs études. Mais certains, ils peuvent choisir. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs études sans travailler. D'autres n'ont pas le choix. Et la question, c'est de savoir comment on redonne le choix. Et surtout, est-ce que c'est pas une question centrale pour notre avenir? Les jeunes qui sont formés aujourd'hui, c'est ceux qui vont prendre en charge la société dans les 10, 20, 30 années qui viennent. Là, on a l'impression qu'on privilégie quelques-uns, une génération presque, et une partie de cette génération au détriment de l'immense majorité de la population, et puis aussi au détriment de la cohésion de la société. Parce que je pense que quand même une grande partie... peuvent trouver qu'il n'y a pas de justice à ce que ces écarts de rémunération soient devenus si importants, ces écarts de patrimoine soient devenus si importants. Donc oui, c'est politique au sens où c'est un choix de société, mais c'est aussi presque rationnel, parce qu'il y a des épidémiologistes qui ont travaillé sur le sujet et qui ont montré que des sociétés inégalitaires étaient en moins bonne santé, globalement, que des sociétés plus égalitaires. Les plus pauvres, alors ça on peut le comprendre en se disant ils ont moins accès aux soins, mais les plus riches aussi. Parce que finalement, ces sociétés-là sont des sociétés qui peuvent être des sociétés très tendues, voire violentes. Votre rapport dénonce aussi le fait qu'il n'y ait aucune contrepartie sociale et écologique aux aides de l'État aux entreprises, c'est-à-dire que l'État a raté une bonne occasion de faire avancer la question écologique. Oui, on a dit, mais il y a tout un morceau, alors on peut toujours discuter sur l'évaluation, du plan de relance qui est vert. Sauf que si dans le même temps, vous avez une partie du plan de relance qui est brun, vous arrivez à une somme nulle en matière d'efficacité environnementale. En plus, ce qui est intéressant, c'est que sur tous ces sujets-là, souvent on a dit, mais oui, mais il y a une question de financement. On voit bien aujourd'hui, avec la manière dont on a ouvert les vannes, et à juste raison, qu'on peut très bien, on a plutôt une crise de liquidité, mobiliser des fonds pour aider des entreprises, pour investir. La question, c'est justement vers quoi on investit. Est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on choisit de repartir comme on était avant cette crise, c'est-à-dire je l'ai dit, dans un système économique qui détruit notre climat et notre biodiversité, et on le paye très cher, ou alors est-ce qu'on investit dans la suite? Et nous avions montré en juin dernier, dans un rapport sur les entreprises du CAC 40 françaises, que si on avait plafonné la distribution de leurs dividendes à 30% de leurs bénéfices, c'est-à-dire qu'ils pouvaient distribuer 30% de leurs bénéfices, mais pas plus, les 70% restants pouvaient financer 98%, c'est-à-dire la quasi-totalité, de leurs besoins de financer la transition écologique de leur propre activité. Donc, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on se dit, en fait, il y a les clés, en fait. Il suffit de tourner, et c'est faisable. Exactement, il suffit de tourner les clés dans le bon sens. Donc si vous me posez la question pourquoi on ne le fait pas, je crois que là, maintenant, peut-être il y a 20 ans, on pouvait dire on ne croit pas à la crise climatique ou sur les inégalités, on n'est pas d'accord, etc. Parce qu'on était dans un monde où les inégalités ne s'étaient pas enflammées comme on les connaît aujourd'hui. Mais maintenant, je trouve ça difficile. C'est-à-dire à quel moment on trouve ça juste
morale et efficace que ce soit les milliardaires qui s'enrichissent en période de crise et qu'on ait de plus en plus de pauvres et des étudiants qui puissent pas se nourrir. Enfin, qui a ça comme modèle de société ? Est-ce qu'il faut annuler la dette Covid ? Des économistes le préconisent, d'autres non, des hommes politiques, Montebourg, Mélenchon sont pour. J'ai entendu plusieurs économistes dire en fait ce débat n'est pas très intéressant, on le fera. Voilà. En gros, c'est un peu l'espèce de sens de l'histoire, de se dire on se destine à se dire voilà, c'est une façon qu'on a eue de faire face à une situation qui est une situation inédite et d'une ampleur considérable. Mais je le dis, et je le disais avant, la dette écologique, elle coûte beaucoup, beaucoup plus cher que la dette financière. Et elle, on ne peut pas l'effacer. Donc la question qui nous est posée, c'est de savoir comment on change de système économique. Comment on est dans un système qui lutte contre les inégalités et contre le changement climatique de manière simultanée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de mode de production, c'est pas forcément évident ni simple, mais il faut se dire que c'est ça qui est le cap. Et c'est pour ça que l'éco-conditionnalité des aides, elle est très importante. Si les entreprises savent que l'horizon c'est celui-là et que la puissance publique va tenir, elles prendront ce chemin. Alors en tout cas, l'État va peut-être comprendre que l'horizon c'est celui-là, puisque demain est rendu, normalement demain, on sait de pas. façon imminente, on ne sait pas, mais c'est bientôt. Voilà, ça fait 5 jours que c'est imminent, mais respire plus dans un futur a priori proche, sera rendue la décision sur ce qu'on a appelé ce qu'il appelle l'affaire du siècle, donc cette campagne de justice climatique où plusieurs ONG, dont Oxfam France, ont assigné l'État en justice pour inaction climatique. La rapporteure publique, dans ses conclusions, a reconnu la carence fautive de l'État. Elle préconise de condamner à l'euro symbolique pour préjudice moral. Si demain ou dans un futur proche vous obtenez gain de cause, comment est-ce que vous qualifierez cette victoire ? De toute façon, ce sera un moment historique. Je me souviens, quand on a lancé ça, on nous a expliqué que ça n'avait aucune chance d'aboutir, etc. Moi, je crois en la justice. Et donc, je me dis, on peut quand même facilement prouver que l'État s'est engagé à faire des choses et qu'il ne les fait pas. Là, pour le coup, ça tombe sous le sens. Le Haut Conseil pour le climat ne cesse de le publier avec des rapports très lisibles et que j'invite ceux et celles qui nous regardent à lire si ça les intéresse. Mais ce sera une première étape, parce que le but, c'est pas seulement de condamner l'État. Celle d'après. C'est de faire condamner l'État pour dire maintenant ça suffit. En fait, vous ne pouvez pas non plus culpabiliser vos citoyens et ne pas agir, avoir pris des engagements et ne pas les tenir. Ça, c'est pas possible. Le deuxième axe, c'est de dire maintenant il faut contraindre l'État à agir. C'est-à-dire avoir une injonction à agir. Et donc là, on aura une deuxième étape, un deuxième round d'échanges et d'arguments avec l'État, mais notre objectif, c'est bien que ces politiques-là soient mises en œuvre. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que Carbone 4 a fait une étude qui disait, mais si tout le monde était exemplaire, si vous, moi, tous les citoyens français, on était exemplaires sur nos modes de transport, sur nos modes d'alimentation, on faisait tout comme il fallait pour être le plus économe en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et on n'atteindrait que 25% de nos objectifs. Parce que 3/4 des objectifs, 75%, dépendent de politiques publiques. Et donc, vous ne pouvez pas décider de prendre les transports en commun s'il n'y en a pas, par exemple. Donc, il faut absolument que l'État, la puissance publique, agisse et mette en place ces politiques qui permettent simplement de tenir nos engagements de l'accord de Paris. Donc l'histoire n'est pas terminée. Dans 1 an et demi, un peu moins, l'élection présidentielle, allez-vous à titre personnel soutenir un candidat ou une candidate ? Moi, je suis la dirigeante d'une organisation non gouvernementale. Mais vous êtes aussi une femme politique. Je suis la dirigeante d'une organisation, je vais vous dire, c'est important, qui n'est pas partisane et qui n'est pas confessionnelle. En revanche, qui est politique au sens où nous voulons peser sur les décisions. Et j'ai été longtemps une femme politique partisane. Et je pense que le rôle que j'ai aujourd'hui et le rôle qu'a Oxfam de faire mûrir ces questions, de travailler sur des solutions est très utile. Donc je m'estime parfaitement à ma place. Et tant que je serai la directrice d'une ONG d'Oxfam, comme Oxfam, je porterai sa voix. Et notre voix, c'est de ne pas être engagée au service de tel ou tel. Auprès de tous les candidats et candidates, vous porterez cette voix ? Non, on ne parle pas à l'extrême droite et on sera résolument engagé pour combattre l'extrême droite, comme l'ont fait nos collègues d'ailleurs aux États-Unis avec Donald Trump très récemment, parce que je crois qu'on est quand même dans un moment où on ne se rend pas compte du risque important que notre pays bascule. Et ce risque, il est motivé par plein de raisons, mais notamment par justement ce sujet qui est au cœur de notre action, qui est cette question des inégalités. Il faut quand même être aveugle pour ne pas se rendre compte que certains peuvent prendre comme une insulte, voire comme quelque chose de très violent, qu'on supprime l'ISF et que dans le même temps on baisse les APL. Il n'y a pas besoin d'avoir fait ni d'études, ni de réfléchir très longtemps pour comprendre quel est le message politique qu'on envoie. Et ça, c'est un terreau extrêmement dangereux. Le message est passé au gouvernement. Pour éviter justement un duel Macron-Le Pen comme en 2017, est-ce qu'il faut
que la gauche s'allie. C'est l'éternel débat à chaque élection. La gauche est-elle capable de s'allier et doit-elle le faire? Hidalgo, Mélenchon, Jadot, est-ce qu'ils sont capables de s'allier? Vous les connaissez? Oui, mais je vais Est-ce pas vous répondre justement parce que je pense qu'il y a plein de gens d'ailleurs qui ont un avis autorisé sur le sujet. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que en fait, et pour le coup, je m'autoriserai un tout petit pas de côté au vu de mon passé, c'est que je pense que la question centrale là maintenant, c'est pour faire quoi? Mais c'est toujours, on dit toujours pour faire quoi? Mais à la fin, on élit un homme ou une femme. Parce qu'on est en 5e République. Parce que la gauche et les écologistes se sont rassemblés en 2012, que François Hollande a été élu pour ensuite pas faire à quoi il s'était engagé, et on a vu le résultat. Donc je pense que la question centrale, c'est quelle politique va être menée. Pas tellement la manière, j'allais dire. Quand on décide comme moi d'arrêter au moins pendant un moment d'être dans la politique partisane, on ne va pas se mettre à remonter sur sa montagne et à donner des leçons. Oui, parce que j'ai jamais dit que c'était définitif, mais peut-être que ce sera définitif. De fait, je n'ai pas décidé. Mais quand on est debout sur sa montagne, on ne donne pas des leçons aux autres. En revanche, et on est extrêmement actif pour créer des liens très forts avec tout, et c'est très nouveau d'ailleurs, au sein du collectif Urgence sociale et écologique, avec la CGT, avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, avec Solidaire, avec à la fois des syndicats, des associations de solidarité et des ONG environnementales, pour travailler ensemble sur ces questions. Avant, vous aviez la même chose dans le monde associatif. Les gens se disaient oui, mais là je suis pas d'accord, oui, mais... Et maintenant, au sein du Pacte du pouvoir de vivre, c'est la même chose. On essaye de se dire, il faut qu'on apporte des réponses. Et donc c'est là que je mets toute mon énergie en disant, faut pas seulement... Enfin, gagner pour rien en faire, ça n'a pas de sens. Gagner pour faire le contraire de ce qu'on avait promis, c'est désastreux. Et gagner au service de quelques-uns, ce qu'a fait et ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est désastreux aussi. Donc la question, c'est s'il y a une majorité qui accepte de mettre en œuvre les solutions qu'il faut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, on travaille sur le qu'est-ce qu'il faut faire, de faire un bon diagnostic et de dire comment on pourrait faire. Ce serait quoi la bonne réforme fiscale? C'est quoi ce plancher minimal qui évite aux étudiants ou aux plus précaires de basculer dans l'extrême pauvreté et de ne pas pouvoir vivre dignement? Ce sujet-là, et pour tout vous dire, à titre, là pour le coup, strictement personnel, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais peut-être que j'ai fait beaucoup avant, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, le concret des solutions et puis aussi le chemin. Parce que s'il fallait faire exactement ce qu'il faut pour à la fois lutter contre les inégalités et se maintenir sous les 2 degrés, je peux vous dire que c'est un sacré chantier. Ça ne va pas être de la tarte, donc ça nécessite de travailler. Et c'est ce que je fais avec l'équipe d'Oxfam, avec les autres ONG, et c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que j'ai posé tout à l'heure la question du risque de l'extrême droite. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt et se dire qu'une partie de ce qu'elle réussit aujourd'hui, Marine Le Pen, à mobiliser, relève aussi du diagnostic qu'on est en train de faire. Et que donc, on ne peut pas considérer que c'est juste pas grave et qu'il va juste y avoir des basculements de majorité. Le dernier point, c'est que souvent, les principaux concernés, les acteurs de la vie politique, des grands moments de basculement, ils sont complètement aveugles sur ce qui risque d'arriver. Donc, on essaye d'être lucide et de donner à voir cette réalité, comme vous l'avez montré avec ces graphiques. Bon, vous allez peut-être leur ouvrir les yeux. Merci Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Tout de suite, le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, voici un rapide résumé. D'abord, cette enquête imparable de David Perrotin en plein débat à l'Assemblée sur la loi séparatisme. Notre confrère s'est procuré un ensemble de documents montrant que les autorités embrigadent les inspecteurs du travail pour faire fermer des établissements. Dans le viseur, la communauté tchétchène, des kebabs halal ou des barbiers musulmans. Les inspecteurs du travail dénoncent des demandes xénophobes et des atteintes au principe d'indépendance. De son côté, Jérôme Mourdeau s'est posé une question en apparence assez simple. Peut-on contraindre les laboratoires à livrer plus de vaccins? 2 mécanismes pour ça, la réquisition permise par l'état d'urgence sanitaire ou la licence d'office qui permet de lever un brevet sur un médicament. Il vous explique pourquoi c'est compliqué à mettre en œuvre. Enfin, dans le club, signalons cette tribune signée par un large ensemble de militants et de représentants d'associations féministes et de lutte contre la pédocriminalité qui dénoncent la requalification en atteinte sexuelle de viols commis par 20 pompiers de Paris subis par Julie entre 13 et 15 ans. C'est ce qu'on appelle l'affaire Julie. Face à une justice patriarcale, ils exigent que les crimes perpétrés soient reconnus et appellent à manifester dans toute la France le 7 février. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée, salut.